Alors, et donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'opéra. Et l'opéra, c'est un genre qui est plutôt important dans l'histoire de la musique, et on s'en rend bien compte quand on n'est pas forcément soi-même musicien ou adepte de la musique classique, qu'on est plutôt ce qu'on appelle un profane, hein, globalement. Le premier genre qu'on a tendance à associer à la musique classique, très facilement, musique classique, musique dite classique, hein, musique savante, sinon je vais me faire recte par les historiens et les musicologues. Ce qu'on associe le plus facilement à la musique classique, ça va être l'opéra. L'opéra, c'est le grand genre de la musique classique. Pourquoi ? On peut se poser des questions sur pourquoi c'est l'opéra qui a à ce point fait parler de lui dans l'histoire de la musique. Eh ben, c'est ce que je me propose d'explorer aujourd'hui comme question, et je vais me concentrer notamment sur l'opéra romantique, pour des raisons que j'expliquerai un tout petit peu plus tard. L'opéra est donc une mode, c'est un effet de mode, hein, concrètement. Je veux dire, si tout le monde connaît l'opéra à ce point, c'est que c'est plutôt ancré dans la tradition. Et pourquoi est-ce que c'est ancré dans la tradition? C'est notamment pour un aspect déjà qui me paraît essentiel dans le rapport qu'on a non seulement à l'opéra, mais à la musique en général, c'est la dimension langagière de la musique. La musique est une langue. La musique, c'est quelque chose que vous allez pouvoir comprendre même sans l'avoir appris. Un petit peu comme une langue maternelle en fait. Vous baignez dans un climat culturel dans lequel il y a tellement de musique écrite dans ce genre musical-là, le genre musical occidental qu'on a chez nous, qu'en fait vous êtes capable de le comprendre, de percevoir des codes sans même les avoir jamais appris. Et du coup, par conséquent, vous êtes capable d'avoir un pouvoir de prédiction sur la musique. Et le pouvoir de prédiction, eh ben, c'est important. Et pour illustrer le pouvoir de prédiction, je vais vous proposer une toute petite expérience. Si je change de ton, adapte mon discours, vous pouvez le sentir, ce tendre changement. Vous connaissez le jeu, vous l'avez vu en cours, ou vous lisez en vers quand l'envie vous en prend. Vous entendez le rythme et entendez la rime, devinez la suite sans avoir à l'apprendre. Si bien qu'un poète, s'il le veut, vous intime à attendre des choses, et puis à vous surprendre. Si l'esprit d'un Rimbaud ou d'un Pau vous habite, vous pourrez à l'envie jouer des prévisions, avaler non sans joie kilomètres de vers, aligner de beaux mots, raconter de grands mythes, ou bien faire croire aux gens que vous parlez de fion, être un porc dégueulasse sans en avoir trop l'air. Et c'est bien. Un artiste, en général, va savoir que vous baignez dans ce climat culturel, et par conséquent, il va pouvoir jouer avec vos attentes. Jouer avec de deux manières. Ou bien alors, en les satisfaisant, et satisfaire des attentes, c'est hyper agréable. Quand un compositeur vous propose une musique qui est tellement ancrée dans ce que vous êtes capable d'attendre qu'en fait vous allez avoir l'impression en l'écoutant que vous êtes en train de la composer vous-même, même sans la connaître, c'est hyper agréable. Pour illustrer ça, je vous propose une petite mélodie que vous ne pouvez pas connaître dans la mesure où elle est de moi et où elle est extraite de la première démo de mon groupe que je me suis appliqué à faire disparaître de la circulation humaine. Petite mélodie qui fait, je vais m'arrêter avant la fin et on va voir ce qui se produit. Voilà la note que je pense la plupart d'entre vous attendaient après ça. Ça s'appelle une cadence parfaite et c'est un élément qui est central dans le fonctionnement musical que nous avons chez nous. Sauf que, si tout ce que vous entendez, vous y attendez, eh ben, vous allez vous faire chier. Vous risquez de vous faire chier. Et ça, c'est tout l'enjeu du compositeur. C'est tout l'enjeu du compositeur et c'est tout l'enjeu de l'artiste en général. Va-t-il satisfaire vos attentes ou va-t-il les frustrer au-delà de votre propre satisfaction? Parce que si vous entendez des choses que vous ne vous attendiez pas à entendre, eh ben, ça va vous faire plaisir aussi. C'est une douce alchimie, une très très tendre alchimie qui se met en place et avec laquelle il va falloir jouer. Un peu comme pour le cul, en fait. Hein. Concrètement, jouer entre la frustration, l'attente, la satisfaction, ça n'est que ça. La musique est une grande histoire de cul, vous le saurez. Black Tapas 2016. Alors, vous vous dites peut-être que ce que je vous dis là, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Aucun. Dans l'absolu, vous avez raison, parce que je ne parle pas de cuisine. Mais vous dites aussi que ça n'a sûrement aucun rapport avec le sujet. Ce qui est plus grave. Un petit peu plus grave. Eh bien, en fait, non. En fait, non, parce que la raison pour laquelle l'opéra a été à ce point essentiel dans l'histoire de la musique, eh ben, c'est pour ça. C'est à cause de cette histoire d'horizon d'attente. C'est parce que l'opéra, c'est quelque chose que les gens, ils connaissaient. L'opéra, c'est quelque chose que les gens, ils attendaient. Et pour ça, c'est plutôt intéressant de se pencher sur un tout petit détail de l'homme,
en général. On va parler un petit peu psychologie évolutive, parce que j'aime bien la psychologie évolutive. Et on se rend compte, en fait, qu'on a évolué au fur et à mesure, jusqu'à devenir aujourd'hui des animaux narratifs. Nous sommes des animaux qui racontons des histoires, nous apprécions de raconter des histoires, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et pour rester sur la musique, par exemple, je pense que vous êtes nombreux à avoir entendu des chansons, à pas les avoir forcément appréciées, mais à vous être mis à les apprécier plus tard, quand vous avez lu les paroles, et que vous avez senti que ces paroles résonnaient avec votre vécu, que ces paroles vous plaisaient, que ces paroles vous parlaient. Et là, instantanément, vous êtes mis à l'aimer. Vous êtes mis à l'aimer parce que ça a flatté votre sens narratif. Alors, je meurs de chaud, hein. Alors je vais retirer ça, je suis désolé par avance. Parfait, c'était l'effet escompté. Parce que je sais que la musique c'est chiant, je sais que c'est quelque chose d'hyper pénible, d'austère, et alors la musicologie, oh, c'est casse-couille. Alors je suis obligé de faire comme sur MTV et de me foutre à poil pour vous plaire. On en est là. L'état de la recherche en France, mesdames et messieurs, hein, franchement. Alors, je disais donc que l'opéra était une véritable mode. Que l'opéra était devenu un effet de mode, notamment à cause de ça. Parce qu'en fait, l'opéra c'est quelque chose que les nobles, que les moins nobles aimaient aller voir. Parce que notamment, c'est une musique narrative. Et c'est facile de s'identifier à tout ça, c'est facile de s'identifier à un opéra. Et la voix, qui est l'élément central de l'opéra, c'est un instrument qui est très très proche de nous. C'est un instrument qui est très très proche de nous pour la simple et bonne raison que même si on n'est pas musicien, on a une voix, pour les plus chanceux. On possède une voix qu'on utilise pour parler, qu'on utilise pour s'exprimer. Et par conséquent, quand on va voir un chanteur extrêmement doué et qu'on va le voir faire des choses hyper impressionnantes, eh ben on va pouvoir le ressentir, ça. On va pouvoir le ressentir parce que c'est un instrument qu'on connaît. Pas forcément un instrument qu'on maîtrise, on n'est pas forcément capable de faire des choses exceptionnelles avec cet instrument-là, mais pour autant on le connaît. Alors on est forcément impressionné quand on voit quelqu'un qui fait des choses hallucinantes avec. Et puis l'histoire de l'art, l'air de rien, l'histoire de l'art, c'est pas l'histoire des chefs-d'œuvre. L'histoire de l'art, c'est l'histoire des succès. Alors forcément, ce qui survit, eh ben, c'est les succès. C'est pas forcément la musique qui est remarquablement bien faite, c'est la musique qui plaît. C'est la musique qui va satisfaire l'auditeur, c'est la musique qui va satisfaire le public. Parce que un arbre qui tombe dans la forêt, est-ce qu'il fait du bruit? Vaste question, très très philosophique. Eh ben en musique, non. En musique, non. Un arbre qui tombe dans la forêt, il fait pas de bruit. S'il y a personne pour l'entendre, tout le monde s'en bat les couilles de ce pauvre arbre. Et il y a peut-être un compositeur obscur dans un pays étrange, dont je n'arriverai pas à prononcer le mot, le nom, qui a composé la plus belle sonate pour piano de l'univers, mais en fait on la connaît pas. Et c'est dommage pour lui. Et du coup on s'en bat les couilles que ce soit la plus belle de l'univers. Ah, c'est absolument pas important. Puisque la musique existe quand on l'écoute. Et pour revenir sur l'opéra, j'ai dit que les opéras étaient des lieux hyper mondains. Les nobles s'y rencontraient. Et un compositeur pouvait même difficilement prétendre au titre de compositeur, surtout à l'époque romantique, s'il n'avait jamais composé d'opéra. C'était absolument essentiel pour la carrière d'un compositeur. Du coup, l'opéra est devenu un genre hyper important. Et un genre hyper important et surtout un genre hyper codifié. C'était capital que les compositeurs, quand ils écrivaient leurs opéras, le fassent en pensant aux attentes de ce public. C'était presque un exercice de style, en fait. Quelque chose qu'ils faisaient moins parce qu'ils en avaient envie, parfois, que parce qu'il était véritablement nécessaire qu'ils le fassent pour leur carrière. Et du coup, ils se soumettaient aux différentes exigences du public. Avec, par exemple, à l'époque romantique, il était absolument essentiel, normal, attendu, d'avoir un ballet au début du troisième acte. Si on n'avait pas le ballet au début du troisième acte pour que les nobles puissent se rincer l'œil sur les danseuses, c'était foutu pour l'opéra. Vous pouvez être certain qu'il n'était pas redonné. C'est dommage. C'est super dommage. Wagner s'est vachement fait emmerder avec ça. On me signale par là-bas que j'ai atteint mes 10 minutes. Avec un signe non-verbal d'une grande délicatesse. Et vous voyez, là, je suis en train de frustrer ceux qui vont regarder la vidéo et qui n'étaient pas là pour les voir. Il faudra venir à Montbazon l'an prochain, les gens. Voilà. Et tout ça, ça va nous amener à l'opéra romantique. Parce que je vous ai dit que l'opéra romantique, c'était particulier dans le rapport à l'histoire.
Eh bien ça, c'est notamment dû au livret. C'est notamment dû au livret. Alors déjà, on va commencer en disant, qu'est-ce que c'est qu'un livret? Le livret, c'est le texte d'opéra. Pour un opéra, on a plusieurs personnes qui vont travailler en collaboration, notamment le compositeur qui va composer la musique et le librettiste qui va écrire le livret. Et les livrets, eux aussi, ils étaient soumis à la mode. Ils étaient soumis aux exigences du public. Par exemple, à l'époque baroque, on raffolait des sujets mythologiques. Les gens voulaient voir des sujets mythologiques à l'opéra baroque. C'est comme ça. Ensuite, quand on est arrivé à la période romantique, on a eu un petit glissement. Les gens se sont un petit peu désintéressés des sujets mythologiques et on a eu des sujets beaucoup plus littéraires. Voilà. Les gens voulaient des adaptations de bouquins. Très bien. Pas de problème. Et puis à l'époque romantique, la littérature, ça a commencé à faire chier. Alors là, qu'est-ce que les gens ils voulaient? Les gens voulaient qu'on leur raconte de grandes épopées. Les gens voulaient qu'on leur raconte des sujets historiques, des sujets desquels ils pouvaient se sentir proches, et des sujets qui même, des fois, pouvaient exalter leurs sentiments nationalistes. Pourquoi pas? Ils ont le droit. Et du coup, on se retrouve avec des opéras romantiques qui ont des sujets historiques. Donc je suis en train de vous parler d'histoire, de sujets qui parlent d'histoire. C'est une conférenceception. Oui, c'est bien? C'est bien? Là, je flatte votre sens culturel en vous donnant une référence que vous connaissez. Et vous trouvez ça satisfaisant, vous applaudissez. Du coup, je me sens encouragé, je déboutonne un peu ma chemise. Où est-ce que j'en étais, moi, avec mes conneries? Oui! Oui! Et vous savez ce qui est bien avec les sujets historiques? Ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait, comme globalement, on n'est pas forcément des animaux super sympas les uns avec les autres, hein, les êtres humains, surtout si on n'est pas des mêmes races, ethnies, sexualités, pays et tout ça, eh ben on aime bien se foutre sur la gueule. On aime plutôt bien se foutre sur la gueule. Et si vous croyez qu'on a attendu Michael Bay pour bien aimer voir des explosions dans les œuvres d'art, eh ben vous vous plantez. Parce que ça, c'est le grand truc de l'opéra romantique, c'est qu'on faisait tout péter. C'était absolument parfait, parce qu'on pouvait parler de guerre, on pouvait parler de révolution, on pouvait parler de trucs brutaux, violents, sans aucune concession, avec du coup des effets spéciaux sur scène, des décors grandioses, des gens qui meurent, des décors qui se cassent la gueule, des explosions, des effets pyrotechniques. C'était des concerts de Rammstein en fait, hein, concrètement. Et ça plaisait. Ça plaisait. Alors concrètement, on avait d'un côté les explosions avec les sujets historiques et de l'autre avec les ballets, les gens pouvaient se rincer l'œil, c'était vraiment MTV, hein, c'est une catastrophe. L'homme actuel, c'est pas forcément casser la gueule, hein, on a toujours été des gros porcs dégueulasses. Je suis désolé. Donc ça, c'était pour le livret. Mais là, j'ai parlé que de livret, j'ai pas parlé forcément de musique. Et pour ceux qui sont venus pour m'entendre parler un petit peu de musique, eh ben, je pense que ça peut être un petit peu intéressant déjà d'expliquer ce que c'est qu'un opéra. J'aurais peut-être même dû commencer par là. Mais je l'ai pas fait parce que ceux qui... Opéra, déjà, ça vient du latin qui signifie œuvre. Ça pose le bousin. Et ça montre déjà à quel point ce style musical était important. Globalement, on date le premier opéra à 1600, mais c'était pas du tout les premiers exemples de musique narrative, hein. Il y avait d'autres exemples de musique narrative avant. Et d'ailleurs, les premiers genres musicaux écrits qu'on a et qu'on est capable de réinterpréter aujourd'hui dans notre musique occidentale, c'est le chant grégorien, qui n'est rien d'autre en définitive que du texte mis en musique. Donc là, c'est encore une fois le texte qui prime sur la musique. Donc ça, c'est un opéra, sauf que l'opéra va être de bien plus grande envergure. Un opéra, ce qui caractérise un opéra, c'est notamment la grande envergure. Le fait qu'on va pouvoir avoir des décors exceptionnels, comme j'ai dit souvent des effets de machinerie qui vont avoir des effets spéciaux, parce qu'à l'époque baroque aussi, on aimait bien faire péter des trucs. La mythologie Deus ex machina, le dieu qui sort de la machine qu'on avait au théâtre, ça on l'avait aussi à l'opéra, et ça plaisait. Ça plaisait parce que c'était intéressant, ça vendait du rêve. Et vendre du rêve, c'est cool. Et l'opéra romantique, c'est aussi le romantisme. Alors, qu'est-ce que le romantisme? Le romantisme, c'est un genre musical qu'on date à peu près aux alentours de 1820. Sauf que l'histoire, en fait, c'est comme tout. L'histoire, c'est un continuum. Il n'y a pas un jour où on s'est dit « Oh putain, 1er janvier 1820 !» C'est le romantisme, fin du classicisme. Genre qui date d'à peu près 1820. Et juste avant le romantisme, on avait le classicisme. Juste avant le classicisme, on avait le baroque. Juste avant le baroque, la Renaissance. Juste avant le Moyen-Âge. Juste avant... on sait pas trop... Après le romantisme, on a eu le post-romantisme, et après le post-romantisme, on a eu n'importe quoi. Et la musique romantique se caractérise par des mélodies longues, riches, des accords qui vont être plus denses, avec plus d'accords de passage, justement,
Là, je suis navré, je m'adresse surtout aux musiciens. Mais vraiment la prévalence de la mélodie. Et puis, un côté un petit peu iconoclaste. Un petit peu. On mettait vraiment les sentiments au-dessus de tout, au-dessus de la forme, ce qui d'ailleurs plaisait pas trop à Saint-Saëns, qui trouvait que la forme c'était beaucoup plus intéressante. En tout cas, le romantisme se veut iconoclaste. Sauf que comme j'ai dit tout à l'heure, il faut quand même satisfaire le public. Donc un romantique iconoclaste, c'est un petit peu comme ce bureaucrate qui, pour être un petit peu funky, porte des cravates dégueulasses. Sauf qu'il est quand même en costume. Qu'est-ce que je dis à la fin? Oui, je revenais sur l'histoire à l'opéra. Parce qu'on est dans un domaine artistique. Et puisqu'on est dans un domaine artistique et pas dans un domaine forcément scientifique, l'histoire c'est un outil. Un petit peu comme les films que vous allez voir et qui vont s'inspirer de sujets historiques. 300, c'est pas très historique, hein. Je pense que les historiens auraient 2 ou 3 petites choses à dire sur 300. À l'opéra, c'est pareil. À l'opéra, c'est exactement pareil. Et en fait, c'est encore pire parce que sujet historique à l'opéra, ça veut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire parce qu'on a eu, par exemple le Cid, qui est considéré comme un grand opéra et qui, du coup, est considéré comme ayant un sujet historique, alors que le Cid, c'est juste de l'inspiration historique. Pire que ça, on a eu à l'opéra des sujets bibliques, considérés comme historiques. Genre Samson et Dalila de Saint-Saëns. Alors, le saviez-vous, le fait que Samson ait perdu sa force parce qu'on lui a coupé ses cheveux et qu'à la fin il a défoncé le temple parce qu'il a prié Dieu pour récupérer sa force, ne fait pas consensus auprès des historiens. On n'est globalement pas complètement certain que ça s'est passé comme ça, on n'est globalement pas complètement certain que le personnage ait existé. Globalement, c'est pas sûr. Mais, on s'en fout parce que du coup, sur scène, on peut faire péter un temple. Et ça, c'est vachement bien. Et le problème, j'en arrive à ma conclusion, c'est qu'avec toute cette débauche d'effets, toute cette débauche de moyens, aujourd'hui, il y a moins d'opéras historiques qui sont donnés. Il y a un petit peu moins d'opéras historiques qui sont donnés, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher de faire un opéra historique où on va tout faire péter constamment et où on va démolir des décors. Du coup, on en a un peu moins. Mais on peut remercier le disque. Parce que c'est grâce au disque que du coup, on peut quand même entendre ces opéras, même s'ils ne sont pas donnés très très souvent. Donc, le disque, c'est bien. Et si vous voyez un opéra romantique qui est joué pas loin de chez vous, profitez-en et allez-y, parce que c'est une super occasion de voir quelque chose qui peut être rare et impressionnant. Sauf si le metteur en scène est un de ces connards qui fait chanter ses acteurs tout nus dans aucun décor. Et je pense qu'il faudrait pendre ces gens-là. Ce sera mon mot de la fin.